Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, soyez les bienvenus aux Rencontres d'Occitanie, qui est un rendez-vous qui a été lancé à l'initiative en 2017 de la fondation du groupe Dépêche et de sa présidente, ici présente, Marie-France Marchand-Bailey, en partenariat avec la région de gendarmerie d'Occitanie. Nous sommes accueillis aujourd'hui par l'école de formation des avocats et par son président ici présent, le bâtonnier Carrère, qui va nous dire quelques mots. On vous remercie de nous accueillir en tout cas. Merci à vous. On est très heureux à l'EFA de vous accueillir, Madame la Première Présidente, Madame la Générale, que j'aperçois là, Mesdames les Présidentes, Madame la Présidente de la Fondation La Dépêche, chère Marie-France. C'est un grand honneur pour l'École des avocats, un plaisir personnel pour ceux qui connaissent mon implication au sein de la Fondation, de vous recevoir au sein de l'École des avocats. Il y a longtemps que le pouvoir au féminin est arrivé à l'école des avocats et dans la profession d'avocat, puisque nous avons dans chaque promotion qui s'inscrivent au sein de notre école pour apprendre le métier, dans le cadre d'une école d'application, nous avons à peu près 75% de femmes qui intègrent la profession. Et nous avons à l'échelle de la profession, France entière, 60% de femmes qui ont intégré la profession. Nous avons des bâtonniers au féminin. Nous en avons une à laquelle nous pensons tout particulièrement, qui est Caroline Marty-Daudy-Bertière, avec qui nous avons beaucoup de plaisir à travailler, que nous espérons voir parmi nous très bientôt et qui a une place très importante au sein de cette école et un investissement très important. Alors, ce n'est pas moi qui vais parler du pouvoir au féminin. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de l'école de formation des avocats. Et donc, je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, après l'environnement et la maltraitance animale il y a 2 ans, l'intelligence artificielle l'année dernière, grâce à ces rencontres, nous allons encore cette année aborder un sujet de société, et pas n'importe lequel. Je suis bien placée pour en parler. C'est le pouvoir au féminin, c'est important. Il faut le prendre, et ce n'est pas facile. Nous allons donc un peu réfléchir, parce que ça sert à ces rencontres d'Occitanie, c'est un peu d'élever le débat, de réfléchir sur ces sujets de société. C'est un peu ce qui est au cœur de notre tous les jours, de ce qu'on fait aussi à la Dépêche du Midi. On réfléchit sur des faits de société dans notre journal. Cette année, donc, la question, ce sera donc le pouvoir au féminin. Et à mes côtés, pour en parler, j'ai différentes représentantes de différents secteurs d'activité qui, chacune, dans leur secteur, ont atteint un niveau, ont un peu cassé ce fameux plafond de verre dont on parle tant. Madame Chantal Ferreira, bonjour. Vous êtes la première présidente de la Cour d'appel depuis 3 ans de Toulouse. Vous êtes la plus haute magistrate du siège ici présente à Toulouse. Vous avez été en poste en Savoie et en Isère, si je ne dis pas de bêtises, mais aussi à la Cour de cassation. C'est ça ? Non, pas à la Cour de cassation. Alors, je me suis méprise, j'ai cru. Pardon, autant pour moi. À vos côtés, Madame Anouk Deke. Vous dirigez l'agence de communication éponyme depuis 1996, je ne dis pas de bêtises. Même un peu avant. Enfin, vous êtes là depuis un moment, Anouk Deke. Vous êtes très impliquée dans les réseaux socio-économiques de la région. Vous avez présidé la Confédération des petites et moyennes entreprises de la Haute-Garonne il y a quelques années. Plus récemment, vous étiez présidente du réseau Femmes Chefs d'entreprise au niveau national. Emmanuel Garnier, vous êtes professeur d'université et vous êtes la présidente de l'université de Toulouse-Georges Jaurès depuis plusieurs années. Vous avez été élue puis réélue. Vous avez aussi eu des engagements nationaux au sein de France Université. Et donc, on va parler pas que de l'université, de la fonction publique aussi, puisque c'est un secteur où les femmes poussent pour y arriver. À nos côtés, mais plutôt en visio, nous avons la générale de brigade Karine Lejeune. Vous êtes conseillère du chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale. On vous connaît parce qu'on vous a vu pas mal à la télé aussi. Vous avez eu plusieurs postes. Vous avez été porte-parole de la gendarmerie nationale. Mais pas seulement, vous n'avez pas fait que des postes dans les ministères. Vous avez été aussi dans l'opérationnel en étant commandante d'un groupement de gendarmerie.
Vous êtes engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes et vous avez été désignée femme d'influence en 2018. C'est cela? Bienvenue parmi nous, de loin, mais merci. En tout cas, bienvenue. Donc, ces dernières années, on pourrait se dire que les droits des femmes ont progressé, qu'elles accèdent de plus en plus à des responsabilités. Aujourd'hui, 38% des postes à responsabilité sont occupés par des femmes dans les entreprises, même si ce chiffre est moins important lorsqu'il s'agit de diriger l'entreprise. Voilà. Anouk, vous nous direz, c'est ça, pas ça, il n'y a pas tout à fait. Ce chiffre est sujet à débat. En tout cas, grâce aux législateurs, ces dernières années, le nombre de femmes dans les conseils d'administration ont évolué. C'est la loi qui a fait changer les choses. Idem avec la loi Rixain, qui impose désormais un quota à atteindre dans les instances dirigeantes d'entreprises de plus de 1000 salariés. Il y a toutefois du chemin à faire encore, on peut le dire, on n'est pas encore tout à fait arrivé. Donc, si dans certains secteurs, le taux de féminisation dépasse largement les 50%, ce n'est pas le cas partout. Dans les corps de gendarmerie, il me semble que c'était un peu moins de 20% en 2022, mais que ça progresse régulièrement. Vous nous direz si vous l'avez vécu, vous pouvez nous le dire. Donc, au niveau des officiers, on est plutôt du côté des 11%. Il me semble que c'était le taux que j'avais en tête. C'est ça. C'est ça. Et en 2019, il y avait seulement 3 femmes générales. Combien êtes-vous désormais? Nous sommes 4 en ce moment. Une de plus. Donc ça avance, mais ça avance lentement. Donc Madame Karine Lejeune, quelles ont été, vous, les étapes clés qui vous ont permis d'accéder à ce poste de responsabilité au sein de la Gendarmerie nationale? Tout d'abord, je suis vraiment navrée de ne pas pouvoir être physiquement avec vous, mais effectivement le trajet jusqu'à Toulouse était un petit peu trop long au vu de la journée chargée. Ce parcours, en fait, je dirais qu'il est finalement très banal pour un officier ou une officière de gendarmerie, puisque vous l'avez souligné, il a alterné à la fois des fonctions opérationnelles et des fonctions soit à la direction générale de la gendarmerie, soit en interministériel. En interarmée, ça a été les dernières années que je viens de passer, et je pense que c'est ça qui est important dans les parcours qui sont les parcours des femmes qui tentent et qui accèdent au poste de responsabilité, c'est finalement qu'elles puissent bénéficier de cette légitimité d'un parcours qui est complet et qui n'est pas, alors on parle souvent du plafond de verre, mais qui n'est pas aussi enfermé dans ces parois de verre. Ces parois de verre où l'on retrouve souvent les femmes dans les milieux de la formation, les milieux de la communication, le RH, où on considère qu'effectivement, là, voilà, elles ont naturellement toute l'expertise et les compétences, mais que quand on rentre en tout cas sur des fonctions comme les fonctions des forces de sécurité intérieure ou les forces armées, sur des fonctions opérationnelles, bon, ben, finalement, il y a peut-être des difficultés physiques, des difficultés dans la conciliation de la vie personnelle et professionnelle, on y reviendra peut-être. Voilà, de suite, la légitimité est un peu moindre. Et donc moi, j'ai eu cette... Pardon. Allez-y. J'ai eu cette chance, moi, de pouvoir vraiment alterner, comme le font tous mes camarades masculins, à la fois des postes de commandement, des postes en unité opérationnelle et des postes en administration centrale. J'ai eu l'opportunité de faire vraiment un parcours très classique et je pense que c'est ça qui permet, en tout cas qui m'a permis d'arriver à ce niveau de responsabilité, sachant que effectivement, arriver à ce niveau, moi, je ne l'ai jamais envisagé parce qu'en plus, je suis issue d'un recrutement universitaire. D'ailleurs, j'ai fait mes études de droit à Toulouse. Chez nous. Et voilà. Et je ne suis pas issue des grandes écoles militaires. Donc, effectivement, pour moi, c'était
quand je suis rentrée en gendarmerie, quelque chose d'un peu inaccessible, les différentes fonctions que j'ai exercées et le niveau, en tout cas à l'heure actuelle, que j'ai réussi à acquérir. Mais vous ne vous êtes pas censuré, vous ne vous êtes pas dit, vous pensiez vraiment que c'était inaccessible, vous vous êtes dit à un moment donné, c'est possible? Alors, je dirais que c'est comme beaucoup de femmes, souvent, j'ai au départ été un peu freinée par ce syndrome d'illégitimité. Quand j'ai été nommée porte-parole de la gendarmerie, c'est le directeur général de la gendarmerie de l'époque, qui était le général Favier, qui m'a nommée. Bon, clairement, s'il m'avait vraiment demandé mon avis, ce qui n'a pas été le cas, j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que, bien évidemment, je ne me serais jamais cru capable de prendre en compte la communication et incarner la voix et l'image d'une institution forte de 100 000 personnels militaires et civils. Pour autant, lui, il croyait. Et au final, il a eu raison, puisque ça s'est bien passé. J'ai eu l'opportunité de partir en cabinet ministériel au ministère des Armées. Moi qui suis un pur produit gendarmerie, jamais je me serais cru capable de réussir à naviguer dans ce milieu que je ne connaissais pas finalement, ou très très mal. Bon. Et mes chefs ont cru en cette affectation. Pareil, ils m'ont un peu poussée, parce que je leur ai dit, vous êtes sûrs, j'aimerais bien faire autre chose. Et au final, voilà, ça a été une expérience assez incroyable, et en tout cas qui effectivement est très formatrice dans le parcours professionnel d'une officière ou d'un officier de gendarmerie. Donc je pense que voilà, je ne me suis pas forcément mis des freins, mais plutôt à chaque fois, mais comme beaucoup, j'ai douté de mes capacités et de la possibilité de réaliser la mission qu'on souhaitait m'assigner. Et au final, c'est souvent, et je pense que c'est très important aussi, c'est souvent le soutien et la confiance du chef qui fait que ça nous permet de progresser et d'avancer. Madame Ferreira, est-ce que c'est vous aussi, vous avez eu la confiance? Est-ce que vous avez eu le syndrome de l'imposteur? Comment vous êtes arrivée jusqu'à là? Juste quand même pour vous dire, vous aviez raison en parlant quand même de la Cour de cassation. C'est qu'à partir du moment où on est premier président de cour d'appel, on est nécessairement conseiller à la Cour de cassation en charge d'une cour d'appel. Voilà, donc c'est une petite filiation. Vous aviez raison, mais dans mon esprit, j'ai jamais vraiment travaillé à la Cour de cassation. Alors, je pense que moi, le tournant dans tous les cas dans les femmes et la fonction publique, puisque même si la magistrature a un statut qui lui est propre, qui n'est pas le statut de la fonction publique, n'empêche que celui qui nous paye, c'est bien l'État, c'est dans les années 2010, 2000, non, peut-être avant 2000, 2005, et la constitution d'associations de femmes. Et les premières, c'est Femmes d'Intérieur, ministère de l'Intérieur. Il y a eu le Femmes d'Intérieur, attention. Il y a eu le ministère des Affaires étrangères aussi, voilà. Et puis le ministère de la Justice. Quelques collègues ont pris l'initiative de créer cette association. Et lorsqu'il y a eu l'Assemblée générale constitutive, ça se passait place Vendôme, donc au ministère, et il y avait une véritable queue sur la place Vendôme pour rentrer à l'intérieur du ministère, que des femmes de justice. Voilà. Donc ça répondait véritablement à un besoin de reconnaissance, enfin de dire comment on fait pour prendre la place qui nous revient, parce que dans la magistrature, les femmes sont rentrées en grand nombre, hein, mais en grand nombre à la base. C'est ça, hein, je crois 70%. Voilà, plus de c'est ça, 70%. Alors que vous étiez 28,5 au début des années 80. Voilà. Il y a eu quand même une grosse progression ces dernières années. Une grosse progression. On a quand même fait partie des générations qui ont entendu dire que s'il y avait autant de femmes dans la magistrature, c'est parce que c'était peu payé et que du coup, c'est pour ça que c'était pour les femmes. Il y avait aussi dans les esprits ça. Du mépris. Donc, une forme de mépris. Donc il y a cette association qui lance quelque chose et qui répondait à un vrai besoin.
Et puis, il y a eu aussi des véritables politiques publiques, hein, donc en faveur de l'accession des femmes à des postes à responsabilité. Notamment, donc nous sommes nommés les magistrats du siège par le Conseil supérieur de la magistrature, hein, qui est un organe indépendant et composé et de magistrats et de membres de la société, enfin représentants de l'Assemblée nationale, du Sénat, hein, désignés par le président de la République, etc. Et l'un de ces CSM, on les appelle, qui sont renouvelés tous les 4 ans, a eu une politique affirmée de dire maintenant, il y a un trop gros retard dans la magistrature, nous devons promouvoir des femmes à des postes de responsabilité. Voilà. Et c'est ces 2 mouvements qui sont parallèles, une espèce de revendication à travers le mode associatif, et en face, un organisme qui décide d'être proactif, enfin de faire quelque chose. Voilà. Et donc moi, en fait, j'ai bénéficié, je n'étais pas particulièrement militante, hein. Voilà, j'ai jamais dit il faut que je pousse des coudes et je veux ma place. C'est pas du tout ça. Mais voilà, il y a eu la rencontre de ces 2 dans lesquels je me suis inscrite et dont j'ai bénéficié, puisque j'ai décidé de devenir présidente de 2 tribunaux successivement, puis première présidente, et actuellement, donc, effectivement, la Cour d'appel de Toulouse, où c'est quand même, depuis donc, le Parlement de Toulouse, c'est la première fois qu'il y a une femme, en 2022, qui est nommée à ce poste. Donc, voilà. Et vous avez été bien accueillie? Ah bah oui. Oui. Oui, oui. Vous étiez... Enfin, oui. C'était Oui. attendu. Ben, je ne sais pas si c'était attendu. J'espère que ça ne se refermera pas derrière moi. Voilà. J'espère qu'on ne dira pas de moi dans le futur que j'ai laissé comme trace d'avoir osé accrocher des tableaux au mur dans le palais de justice ou d'avoir organisé une course à l'intérieur d'une course à pied. Hein. Voilà. Je crains, je ne serai pas là, vous me direz, lorsque je m'en irai, je crains quand même que... Mais non. Voilà. On sera là pour vous défendre. Madame Garnier, vous êtes arrivée, vous avez été élue, pas nommée, élue, c'est encore différent, c'est un cheminement différent, mais il faut faire accepter quand on est dans une université que ce soit une femme qui soit élue, qui arrive en tête de liste. Comment ça s'est passé, votre cheminement personnel pour arriver à la présidence de l'université? Et en renouvellement, après, c'est que vous aviez fait vos preuves, certainement. Peut-être avant de venir sur un témoignage peut-être plus personnel, dire quelques mots un petit peu généraux sur les femmes présidentes d'université. En tout cas, pour l'expérience que j'en ai et les quelques années de parcours qui sont les miens, et je peux témoigner, disons, on est environ 70, alors après ça dépend comment on compte, mais grosso modo, on va dire 70 universités en France, et autres structures qui peuvent être assimilées à des universités, on arrive à une centaine. Je vois Alexandra Bertrand dans la salle, donc nous sommes déjà 2 femmes à la tête d'un établissement d'enseignement supérieur et de recherche à Toulouse. Vous savez qu'il y a aussi Odile Rosy qui est la présidente de l'université de Toulouse. Et puis il se trouve que je peux continuer la liste parce qu'il se trouve qu'on est presque toutes des femmes aujourd'hui à la tête des établissements du site toulousain, jusqu'à Albi d'ailleurs, même sur l'INUC. Et c'est un hasard, je pense, mais peut-être pas complètement non plus. Si on regarde au niveau national, mon expérience dont je parlais me laisse penser qu'on a oscillé sur les dernières années entre 15, 20, 23% de femmes à la tête des universités. C'est peu. Et ce que j'observe, c'est que ça ne progresse finalement pas énormément. C'est-à-dire, c'est pas une courbe lente, ascendante. C'est un peu, voilà, c'est presque à l'unité. C'est un petit peu ce que disait la générale. Voilà. Finalement, comme il y a peu d'unité, le pourcentage varie finalement beaucoup. Donc, on peut pas dire qu'il y ait vraiment un phénomène qui se soit installé. Je pense qu'il y a encore beaucoup à construire. Alors, peut-être en ce qui me concerne, vous demandiez quelles sont les étapes clés, les obstacles et les leviers.
Je dirais, alors, je pilote un établissement qui délivre des diplômes et qui donne de la valeur à ces diplômes. Donc, je vais commencer par la base. Je veux dire, ce qui était important pour l'accès à la fonction, c'était évidemment d'avoir les bons diplômes. Pas un diplôme de présidente, ça n'existe pas, mais voilà, d'être issu de la communauté. Et à ce titre, effectivement, d'avoir franchi les différentes étapes, je dirais un peu naturelles, naturelles parce que quand on... Enfin, j'ai un petit peu entendu ça dans ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire on avance, quoi. Et on se pose, enfin, moi, je ne me posais pas énormément de questions. Une fois qu'on a tel diplôme, ben, celui qui est après, c'est celui-là. Donc, si les circonstances de vie font qu'on peut, évidemment, enfin, moi, j'y suis allée. Après, mais on ne termine pas tous présidente d'université. Non, mais j'espère que mes étudiants et mes étudiantes, une fois diplômés, accèdent aussi à des belles positions. Et je le sais parce qu'on a quelques enquêtes qui nous permettent de l'établir. Donc, c'est les diplômes. Et les diplômes, alors bon, il y a même des diplômes dont je sais que l'opinion publique ne les connaît pas. On pense que le plus haut diplôme, c'est le doctorat. Or, le plus haut diplôme qui est délivré par l'université, c'est l'habilitation à diriger de recherche. Voilà, donc c'est une sorte de dernière étape. Alors là, effectivement, quand on arrive à ce stade-là, on rentre dans une possibilité d'obtenir un poste de professeur des universités. Et effectivement, c'est un petit peu une condition sine qua non parce que c'est pas dans les textes, mais c'est dans la pratique parce que vous avez à piloter en fait des questions qui relèvent de cette corporation d'une certaine manière. Et il faut en être parce que sinon c'est un petit peu difficile. Parler à ses pairs. À ses pairs, voilà. Deuxièmement, je dirais de façon extrêmement simple. Par rapport à mon parcours, un témoignage tout à fait simple, je pense que je suis arrivée là parce que je suis curieuse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me trouve dans un endroit, j'ai besoin de savoir comment ça marche. Je cherche à comprendre comment ça marche. Et une fois qu'on a compris, ben, évidemment, il y a toujours un étage au-dessus. Donc, c'est pour ça que je suis partie aussi au niveau national. Enfin, partie. Je ne suis pas partie, mais je veux dire, je me suis investie au niveau national. Parce que je dis, mais une université, c'est bien beau, mais c'est un système, l'université. Donc, comment il marche, ce système ? Eh ben, il est relié à des politiques publiques. Et donc, hop, les politiques publiques, c'est l'étage supérieur. Et là, comment ça s'élabore ? Eh ben, ça s'élabore dans des cabinets ministériels, ça s'élabore au Parlement, ça s'élabore dans des lois, etc. Et pas que. Et en fait, c'est cette curiosité-là, je crois, qui m'a tirée. Et qui m'a amenée là où je suis. Vous l'avez dit, je suis élue. L'université est un système collégial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nomination, de désignation d'une autorité extérieure. Ce sont les pairs qui s'expriment et qui choisissent, en fait. Donc, dans ce système-là, le sésame, la clé, ou un élément parmi d'autres, mais une clé majeure, c'est d'avoir la confiance de ses pairs. Parce que si on n'a pas la confiance de ses pairs, ça ne peut pas aller plus loin. Voilà. Donc cette confiance-là, moi, je ne sais pas exactement dire comment elle s'est construite, parce que c'est fait de tout un ensemble de choses. Et puis je trouve que c'est un peu prétentieux aussi, après, de vouloir démontrer ce genre de choses. On les vit, ça se passe bien, a priori, ou en tout cas... Mais dans le choix, quand vous vous êtes présenté... Est-ce que dans le fait que vous soyez une femme a changé quoi que ce soit vis-à-vis de vos pairs ou pas ? Parce que quand on constitue une liste, on sait que la tête de liste, et en ce moment, on le sait très bien, parce qu'il y a quelque chose qui se profile et qui s'appelle les élections municipales, le choix de la tête de liste, c'est pas toujours facile. Et quand on est une femme, devenir tête de liste, ce n'est pas facile non plus. Peut-être dire que dans les règles du jeu, il y a quand même des règles du jeu qui sont édictées par des codes, le code de l'éducation en l'occurrence, qui a changé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui oblige désormais à faire des listes alternées hommes-femmes. Ce qui fait que dans les conseils centraux, qui sont le conseil d'administration, le conseil académique, il y a une parité obligatoire, disons, de facto, à l'issue d'un vote. Et moi, je suis issue du vote du conseil d'administration, donc j'ai été élue parmi les pairs, mais moitié homme, moitié femme, d'une certaine manière. Après, ce n'est pas le sexe qui fait les rapports de force dans un conseil de ce type, c'est clairement d'autres considérations. Et... donc, ça, c'était mon troisième point. Pardon, j'en ai 5. Ça va aller très vite. J'ai mis en quatrième, avoir le goût de l'aventure.
parce qu'à chaque fois on se lance, mais on ne sait pas où on va en fait. Donc c'est un petit peu le goût, peut-être pas du risque, j'irai pas jusque là, mais de l'aventure. C'est de la curiosité, puis c'est aussi de se dire j'y vais et je vois en fait, et pas je sais tout à l'avance et je sais où je vais donc j'y vais. Et mon dernier point, par contre, c'est l'engagement, c'est-à-dire c'est savoir qu'on y va, mais on y va jusqu'au bout. On peut pas, voilà, moi je peux pas imaginer que je jette l'éponge, quoi. Voilà. Après, il y a des circonstances qui peuvent provoquer, voilà, des choses. Voilà. On le vit aussi en ce moment. Mais en termes d'engagement, voilà, voilà, on s'engage, quoi, en fait. Et sur les obstacles, moi j'ai envie de revenir à des peut-être moins personnels, quoique, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi je pense que le plafond de verre, la question de est-ce que c'était disruptif de prétendre être une présidente dans un milieu beaucoup plus masculin, en fait, moi j'ai jamais ressenti qu'il fallait que je joue des coudes, qu'il fallait que je pousse des portes, etc. De ce point de vue-là. D'autres points de vue, oui. Mais de ce point de vue-là, non. Mais par contre, je sens qu'est installé en moi un déterminisme qui a fait qu'à chaque fois que quelque chose s'offrait à moi, d'une certaine manière, ou qu'on venait me chercher, parce que ça a toujours été ça, en fait, je me suis dit, c'est quoi ça ? C'est pas... Non, enfin, naturellement, je ne me projetais pas, en fait. Mais parce que je pense que j'ai un déterminisme installé en moi, et certainement que toutes les femmes l'ont. L'anecdote, c'est que... Bon, je vous parle de ma mère 2 secondes. Ma mère, c'est une femme qui était institutrice. Le jour où j'ai accédé à la fonction, bon, évidemment, j'ai appris ça à mes parents, qui tombaient un peu des nues, je dois bien dire, mais j'avais encore un peu préparé le terrain. Et j'ai eu le courage de demander à ma mère, je lui ai dit, mais est-ce que vraiment, vous parents, vous aviez pensé un jour que je pouvais faire ça, en fait, être là ? Et elle m'a dit, mais bien sûr que oui, mais enfin, mais pourquoi cette question ? Mais j'ai dit, parce que je crois que non. Je crois que vous aviez, vous aussi, un déterminisme ancré qui faisait que tel enfant oui, tel enfant non, pour des raisons X, Y. J'ai un frère j'ai 2 frères, mais j'ai un grand frère qui a fait une grande école prestigieuse. Bon, voilà. Donc moi, derrière, j'ai dit, voilà, moi, j'ai été à 2e. Bon. Et elle m'a dit, mais non, ma fille, mais c'est pas possible. Non, pas du tout, tu te trompes, etc. On parle d'autre chose. Et puis à la fin, elle me dit, voilà, mais sois très fière de toi. Hein, je t'embrasse, sois très fière de toi. Tu es allée vraiment au-delà de ce qu'on pouvait imaginer avec ton père. Paf. Tout était dit. Voilà. Tout était dit. Et puis, donc, lutter contre un déterminisme, ça, je pense que ça, j'ai eu conscience de ça assez tôt. Et enfin... Alors là, je vais dire quelque chose d'un peu décalé, mais dans l'exercice de ma fonction, qui est une fonction qui n'est pas complètement politique, elle est académique, mais elle navigue entre... Il y a un peu de politique, oui, elle navigue entre les deux, je dirais. Je pense que pour survivre dans ce monde-là, il faut une dose de cynisme, où il faut savoir utiliser le cynisme pour se protéger, pour pouvoir... Et je pense être dépourvue de ça. Voilà. Donc, après, je sais me défendre par d'autres moyens, mais ça a été étrange parce que, d'une certaine manière, c'est un frein de ne pas utiliser ces outils-là. Alors, avec tout le respect pour ces messieurs dans la salle, mais je le vois beaucoup plus utilisé et installé, peut-être aussi par déterminisme. Hein, j'ai pas du tout de... Voilà. Et je vois des personnes qui hochent la tête, qui ont dû faire cette expérience aussi. Et ça, pour moi, c'est un peu un choc masculin, féminin, alors on en parlera tout à l'heure, mais dans la manière d'exercer la fonction. Quoi, en fait. Anouk, est-ce qu'on doit ruer dans les brancards ? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris diverses fonctions ? Au-delà, monter une entreprise. Déjà, monter une entreprise, c'est déjà un challenge. Oui, surtout à l'époque. Oui, surtout à l'époque, certainement. On comprendra que je ne suis pas très jeune, mais très, très jeune dans la tête, tout va bien. C'était monter une entreprise. Alors surtout, moi, je vais être un peu personnelle, j'ai eu un rôle modèle. Et je pense que c'est essentiel pour les femmes, c'est-à-dire ma maman, qui était une femme qui, encore à l'époque, imaginez-vous, il y a très longtemps, est devenue chef d'entreprise dans une petite ville, la plus grosse entreprise quasiment de cette petite ville dans le commerce, alors qu'elle en était secrétaire au départ. Donc elle a monté les échelons. Elle a monté les échelons.
Et elle a divorcé très tôt. Et elle m'a toujours appris à être indépendante. Et elle m'a toujours expliqué, si tu veux t'en sortir, ma fille, il faut... Indépendante. Voilà, débrouille-toi par toi-même. Et je sais qu'il y a une autre femme à qui on l'a dit aussi. Et moi aussi. Je dis aussi. Ouais. Donc, elle m'a montré ce chemin. Ça me faisait râler parce que j'avais un frère aîné. Et elle lui faisait tous ses papiers. Elle l'a mené pour sa carte d'identité, etc. Et moi, je n'avais pas du tout. On me disait, OK, débrouille-toi, prends le vélo et vas-y. Je ne savais pas qu'elle me rendait autant de service, en fait. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de faire des études de droit, comme quoi le droit mène à tout, même à la communication. Et la Générale aussi a fait du droit. Oui, à Toulouse aussi. Et de la com un peu, quand même. Voilà, à Toulouse. Et par une rencontre, parce que je pense que les rencontres comptent énormément dans la vie et qu'il n'y a pas de hasard. Je ne crois pas au hasard. Donc, par une rencontre, j'ai osé faire quelque chose, c'est-à-dire monter mon agence de communication, alors que je n'avais aucun diplôme en communication, je le précise, donc tout est possible. Et par contre, je me suis formée énormément après, et j'ai monté mon agence de communication, voilà, sur une espèce de pari, en fait, un peu fou, en une nuit. Voilà, j'ai décidé une rencontre avec un chef d'entreprise avec qui j'avais fait un projet, mais plus cordialement, et puis qui m'a dit si vous pouvez refaire ça, je vous signe un contrat. Donc le lendemain matin, j'étais avec mon contrat à 7h30 au petit déjeuner. Il était très content parce que je ne demandais pas cher. Et donc en fait, ça a été des rencontres. Je pense que la curiosité, effectivement, est un moteur puissant. Vouloir comprendre, vouloir apprendre, vouloir savoir, vouloir découvrir. Je pense que ça, c'est fondamental dans la création d'une entreprise, surtout dans la gestion d'une entreprise. Après, je pense que c'est les convictions, moi, qui m'ont fait bouger. Parce que j'ai pris diverses fonctions à la Chambre de commerce, à la CPME, enfin, etc. Quand même, la CPME, c'était plutôt un monde masculin. Maintenant, que masculin. Voilà, que masculin. Une fois pour les élections prud'hommes, puisque là, on devait monter des listes. Je me rappelle, j'avais tout le monde autour de la table, une grande table de conseil d'administration, on devait être une trentaine. Il n'y avait que des hommes. J'étais la seule, j'étais en bout de table, et je n'avais pas une voix très, très forte. Je n'ai pas une voix très, très forte. Et là, ils se bataillaient pour savoir s'il fallait 3 places à l'un, 4 places à l'autre. Et mais moi, j'ai donné de l'argent l'année dernière pour faire les élections, pour faire la communication. C'était d'un niveau, franchement, qui était bien bas. Et il a fallu que je tape véritablement du poing sur la table, ce n'est pas une image, en disant, vous me cassez les couilles pour que tout le monde se taise et qu'on m'écoute. Et j'ai eu ce que je voulais. Donc, vous voyez, comme quoi, parfois, même avec une petite voix, on peut se faire entendre. Donc ça, c'est des expériences, c'est des anecdotes, mais croyez-moi qu'elles m'ont marqué. Mais je crois que c'est les convictions de voir ma mère, chef d'entreprise, avec les complications que ça peut demander en termes de gestion de vie, bosser comme une folle pour s'en sortir avec 2 enfants, et qui m'ont, moi, poussé à aller plus loin et à me dire, bon voilà, j'ai envie de m'occuper des... J'ai une petite entreprise, j'ai envie de me battre pour les petites entreprises parce qu'on ne les écoutait pas. Et on ne les écoute pas beaucoup non plus aujourd'hui. Alors que c'est 78% du tissu national. Ouais. Pardonnez-moi, je vais faire ma syndicaliste de base, mais c'est vrai. Je crois que c'est ce monde économique très masculin qui m'a fait aussi rentrer à la Chambre de commerce pour essayer de donner une autre vision. Parce que je pense que les femmes ont une autre vision des choses. Je ne dis pas qu'elle est mieux ou elle est moins bien, je dis qu'elle est autre. Est-ce que vous avez dû adopter des codes masculins pour y arriver? Oui, bien sûr, mais notamment dans mon métier. Il n'y avait pas un patron de boîte de com à l'époque qui était une femme. Donc j'ai eu des réunions avec des collègues à France entière, etc. J'étais la seule femme qui dirigeait une agence de com. Il n'y en avait pas. C'était des hommes. Et qui, la première chose, me disait, mais quand tu fais telle prestation, tu demandes combien? C'était tout en fonction du tarif journée. C'était pas ce qu'on faisait. Ouais. C'était très étonnant parce que je ne voyais pas mon métier comme ça. Et donc, si je pense, voilà, les convictions, la force de ce que l'on m'a inculqué, la volonté de faire bouger des choses, je crois que c'est ça aussi, c'est dans la nature, hein, personnellement. Je crois que, voilà, on l'a pas. C'est comme la bosse du commerce. Et des rencontres extraordinaires,
Il y en a une ici, notamment, qui est une femme, qui était une rencontre extraordinaire pour moi. Je ne dirai pas qui, parce que voilà, mais je sais. Et voilà, je crois que j'étais portée par les convictions sur l'économie, et j'ai voulu faire des choses et faire bouger les lignes. C'est aussi simple que ça. Et en fait, vous ne demandez pas. Vous On réussit, pas les postes. Mais est-ce qu'on réussit à avoir sa propre voix quand on est dans un monde masculin, à choisir son propre costume? C'est par moments difficile. Ouais. On peut s'y perdre, honnêtement. Parce qu'il y a aussi le rapport de séduction quand vous êtes femme dans un monde masculin. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Mais je pense que quand on est véritable... En fait, on ne choisit pas ce que l'on devient. Moi, j'ai été à la Chambre de commerce, j'ai été première vice-présidente. J'ai jamais pensé que j'allais être première vice-présidente de la Chambre de commerce. C'est la première femme à être première vice-présidente de la Chambre de commerce à Toulouse, dans une grande ville quand même. J'ai été présidente des femmes chefs d'entreprise de France jusqu'à encore en avril dernier. Je n'ai pas demandé ce poste. Je n'ai jamais, Hélène Vier qui est là et qui vous connaît bien, qui est aussi femme chef d'entreprise à Toulouse, jamais je ne pensais aller là. Ça a été à un moment donné des rencontres, des moments qui ont fait... des opportunités. Des opportunités, oui, mais je ne les ai pas vues comme des opportunités. Je les ai vues comme comment je peux porter la parole plus loin et plus fort, en fait. Voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être utile. Je trouve que le fait d'être utile, c'est fondamental dans la vie. Parce que sinon, on a une vie qui est bien triste. C'est certain. Madame Lejeune, Madame la Générale, quand on est dans un métier très hiérarchisé comme le vôtre, où on doit exercer son autorité, comment on fait dans un monde très masculin pour ne pas... Est-ce que vous avez rencontré de la défiance déjà, et est-ce que c'est difficile d'asseoir son autorité au milieu de tous ces hommes en uniforme? Je dirais que justement, on est dans un milieu hiérarchisé qui fait que, au final, le chef est chef, il est identifié comme ça, et de toute façon, dans un système hiérarchisé, les subordonnés doivent obéir aux ordres qui sont donnés. Ce qui est plus difficile, parce que donner des ordres, quand on a les galons qui vont bien, c'est finalement à la portée de tout à chacun. D'autant plus que le commandement, c'est pas inné. Le commandement, ça s'apprend. Sinon, on n'irait pas passer quelques années avant de commencer notre carrière professionnelle dans les milieux militaires, dans les grandes écoles, pour apprendre justement l'art du commandement. Et j'ai l'habitude de dire que si les garçons et les hommes sont capables d'apprendre à commander, les femmes peuvent apprendre de la même manière. Ça n'a rien d'inné. Ça, c'est quand on parle du commandement. C'est le commandement, le système hiérarchique. Là où ça va devenir un peu plus subtil et parfois un peu plus compliqué, c'est sur l'autorité. Parce que l'autorité, c'est effectivement le relationnel que va avoir le chef avec ses subordonnés. Et là, effectivement, vous avez un côté personnel qui va beaucoup plus rentrer en ligne de compte. Et moi, très vite, j'ai compris qu'avec mon petit 1,67 m et une voix, certes, qui porte un petit peu, mais qui n'est pas une voix rauque, où on a l'impression, comme on dit chez les militaires, qu'on a sucé les cailloux, j'allais pas m'imposer ni par mon physique, ni par ma voix, ni par ma carrure, et que donc il allait falloir que je crée cette autorité et donc cette adhésion des personnels autrement. Ça passe par quoi? Donc là, effectivement... Ça va. Alors après, je pense que c'est très personnel. C'est en fonction de votre vécu, c'est en fonction de votre personnalité. Moi, j'ai tendance à être quelqu'un d'assez extraverti. Donc voilà, vous essayez de créer ce lien, vous essayez de faire comprendre la mission, vous essayez vraiment de vous mettre à disposition de vos subordonnés pour leur donner les moyens pour que eux puissent remplir leur mission. Vous évitez... Alors, quand on est une femme, et ça a été dit, et c'est très juste, vous avez toujours quand même en arrière-pensée quelque chose que je pense les hommes n'ont pas, c'est-à-dire effectivement cette idée qu'il ne faut pas que la façon dont vous allez vous comporter, pas trop en retrait,
mais un peu avenante quand même pour pas faire peur, ne soit pas mal interprétée. Le terme de séduction a été posé. Quand je suis arrivée en gendarmerie comme jeune lieutenante en 2002, j'avais 24 ans. Naturellement, j'avais que des hommes avec moi, que des subordonnés masculins. Et effectivement, voilà, vous sentez que vous êtes sur une ligne de crête. Il faut être sympa, mais pas trop non plus. C'est ça ? Exactement. Il faut être accessible tout en restant quand même suffisamment en retrait pour qu'il n'y ait pas de... voilà. Mais du coup on est moins naturel. Pas de compréhension. On se censure. De fait, on se censure pas, mais on a un point de vigilance que peut-être les camarades masculins n'ont pas ou ont moins, parce qu'on peut avoir la même problématique avec un chef homme et puis des subordonnés féminines. Hein. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, j'y ai fait très vite. En tout cas, j'ai été très vite sensibilisée dans le relationnel que j'ai vu avec certains personnels qu'il fallait que je fasse attention à ça. Voilà. Donc il faut trouver le bon dosage. Après, effectivement, on est dans un milieu où quoi que pensent les gens, le chef est le chef, il est là pour chefer, comme disait un de nos présidents de la République. Et ça m'a permis en fait quand même de me dire voilà, ils sont contents que ce soit une femme qui les commande, c'est bien. Si ça leur plaît pas, bah en gros c'est le même prix. De toute façon, ils feront avec moi et c'est moi qui bénéficie de l'autorité légitime. Donc à partir de là, que ça leur plaise d'être commandé par une femme ou pas, ce sera la même chose et je ferai ce que j'ai à faire et ils rempliront la mission que je leur donne. Donc c'est vrai qu'on est dans un milieu au final où ça peut simplifier un peu les choses. Est-ce qu'on vous a fait le reproche par rapport à votre genre, entre guillemets, le fait d'être une femme, c'est parce que c'est une femme? Est-ce que vous avez déjà eu ces réflexions-là qu'on peut entendre parfois? Bien sûr. Toute ma carrière. Voilà. Toute ma carrière. De toute façon, on est toujours ramené à ça. Moi, je suis quand même rentrée en gendarmerie, j'ai fait mon service national en 1999. Il y avait 1,5% d'officiers féminins, il y avait 6% de personnel féminin dans l'ensemble de la gendarmerie. Moi, j'ai entendu que je serais un handicap pour l'institution parce que j'avais un barème de sport pour les filles. J'ai entendu que les femmes étaient incongrues en gendarmerie, que ça faisait mal de voir une femme au bord de la route parce que c'était pas son rôle. J'en ai entendu plein et j'ai continué à l'entendre. Et en fait, quoi que vous fassiez, à un moment ou à un autre, on vous ramène toujours à ça. Vous réussissez, c'est parce que vous faites l'objet d'une forme de discrimination positive. Vous avez loupé quelque chose, de toute façon, c'est parce que vous êtes, je vais être grossière, vous êtes qu'une gonzesse. Donc en fait, il faut se départir de ça, parce que de toute façon, vous aurez toujours chez un certain nombre de personnes cette arrière-pensée en disant oui, mais de toute façon, si elle est là, bien ou pas bien, c'est parce que c'est une femme. Bon, je vous passe aussi toutes les questions que j'ai eues quand j'ai été nommée porte-parole de la gendarmerie. La première question qu'on me posait les premiers mois, c'était toujours « Est-ce que le directeur général vous a nommé parce que vous êtes une femme ?» Ouais. Avec des sous-entendus. Oui, voilà. Bon. Et depuis que je porte les galons de général, ça fait 1 an, j'ai entendu, bien évidemment, elle est bien jeune pour être générale. Bon, de l'air de dire avec qui elle a couché. Bon, voilà, ça fait partie malheureusement de ce qu'on vit encore. Il faut pas y faire attention. Moi, ça fait bien longtemps que ça glisse sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Bon. Madame Ferreira, est-ce que vous, le fait d'être une femme, a fait une différence à un moment donné ou pas? Alors, moi, je suis magistrate, donc magistrate du siège, donc juge, autrement dit. Donc, j'exerce un métier d'autorité. De toute façon, mon métier est un métier d'autorité. Et j'ai, dans les personnes avec qui je travaille, au premier plan, sont d'autres magistrats. Hein. La Cour d'appel de Toulouse, par exemple, on est 42. Donc j'ai 41 personnes magistrates qui exercent des métiers d'autorité sous ma responsabilité directe.
Et si on reprend l'ensemble du ressort, ça fait à peu près 180 magistrats. Alors des magistrats, l'autorité, on ne l'exerce pas... je l'exerce forcément, ils reconnaissent mon autorité à travers ma compétence. Voilà. Et c'est cette compétence, c'est sur cette compétence que j'appuie mon autorité. C'est parce que, avant de devenir présidente puis première présidente, j'ai fait le même métier qu'eux. Je sais ce que c'est qu'une procédure, je sais ce que c'est qu'être juge des enfants, je sais ce que c'est qu'être juge d'affaires familiales, juge d'instruction, tous les juges possibles et imaginables, j'ai quasiment tout fait. Et donc, c'est une autorité qui s'exerce à travers la compétence. Et je crois qu'elle ne serait pas reçue par mes collègues magistrats. Enfin voilà. Et je pense que, pour le coup, un homme doit aussi, avec ce public particulier encadré de magistrats, je pense qu'il y a aussi... je ne sens pas une énorme différence, même pas vraiment, dans la manière d'exercer l'autorité sur les personnes que j'encadre, on va dire comme ça. Par contre, là, sur votre intitulé, le pouvoir au féminin, c'est vrai que je me suis posé la question. Moi, j'ai plus sentiment, si je devais me définir, je dirais que je porte des responsabilités, j'exerce des responsabilités qui sont lourdes, qui sont importantes pour la société dans laquelle je vis, pour la justice à laquelle je crois vraiment. Et je pense que le mot pouvoir, l'exercice d'un pouvoir, est pour le coup, mais je peux me tromper parce que je crois qu'on projette beaucoup de choses sur les hommes, en réalité. Je dirais que c'est plutôt un terme masculin que de se dire bon, bah, je suis premier président de la Cour d'appel de Toulouse, j'ai du pouvoir. On ne se dit pas quand on est une femme, on va prendre le pouvoir. Je pense que j'exerce des responsabilités. Voilà, qui sont importants. C'est comme ça que je vois la nuance. Et après, en tant que juge, est-ce que vous aviez une façon d'exercer? Non, alors vraiment... sensibilité différente? Je vais vous dire, pour pratiquer, on est des habitués de la collégialité. Hein, c'est-à-dire prendre une décision à 3. Souvent, on est une femme et 2 hommes, ou 2 femmes, 1 homme. Enfin, et quand on confère, qu'on délibère, mais vraiment, je vous l'assure, il n'y a pas de différence. On peut mettre un homme, une femme, on discute de droits, de preuves que nous ont rapportées ou pas les avocats ou le ministère public. Il n'y a pas de différence dans la prise de décision. Là où la différence, elle peut exister, c'est par exemple à travers les débats qui ont eu lieu il y a très peu de temps sur les multiples réformes des infractions sexuelles. Ouais. Quand on a commencé à discuter sur le consentement, la question du consentement. Voilà, là on a senti des différences. Moi j'ai senti des différences avec mes collègues. Là il est question, puisque la justice criminelle est à la peine, hein, on le sait. Il y a trop de dossiers, hein, malheureusement. Voilà. Donc pourquoi il y a trop de dossiers? Parce qu'à un moment, le législateur a décidé que le viol était un crime et devait être jugé comme un crime, alors que jusqu'à présent, on le traitait aussi beaucoup comme un délit. Hein. Malheureusement, le viol est malheureusement pratiquement un phénomène de masse. Hein. Excusez-moi de le dire, peut-être que bon, je le sais. Non, et là, on a senti, parce qu'on n'arrive plus à juger tous ces crimes. Là, j'ai participé à des réflexions sur le plan national autour de faut-il refaire du viol un délit? Là, il y a eu vraiment, la séparation, elle était genrée sur la question. C'est-à-dire qu'il y avait des collègues qui disaient oui, on pourra juger les affaires beaucoup plus rapidement, et comme ça on évacuera, on n'aura pas de stock. Et ce sont les femmes magistrates qui ont dit mais messieurs, il n'en est pas question, la société ne l'acceptera pas, et nous vous disons qu'il n'est hors de question que pour régler un problème de stock et de dossiers à juger, nous abandonnions de dire que non, c'est finalement pas un crime. Oui, là, c'est pas sur la décision pour juge de justice, homme-femme,
franchement, même Vous sur un appuyez sur les délibéré mêmes- d'infraction ouais. sexuelle, on a les mêmes faits, on a les mêmes choses, on apprécie, on voit, et là, il n'y a pas de différence. Si on pense des choses plus nationales au plan réflexion législative, enfin voilà, là, On a des biais. il y a quelque chose qui est autour du sexuel, il y a quelque chose À travailler. à travailler. D'accord. Madame Garnier, la façon d'exercer le pouvoir est-elle différente? L'exercez-vous différemment? On va poser la question différemment. Alors, c'est pas la première fois que je suis confrontée à cette question, et à chaque fois, je suis ennuyée parce que je suis pas sûre que je sois capable d'y répondre, c'est-à-dire de créer des catégories suffisamment robustes. Je parle peut-être aussi en scientifique, quoi, en fait, voilà, en personne qui a été comment dire, fabriquée d'une certaine manière, avec une exigence de poser les éléments, poser les concepts et confronter deux systèmes pour pouvoir dire celui-ci est plus cela ou inversement. Et je dois dire que je cale un petit peu là. Et si je cale aussi, c'est parce que je pense que je n'en ai pas besoin dans l'exercice de ma fonction. Je crois que je n'ai pas besoin de définir précisément ce qu'est la nature de mon leadership et de l'opposer éventuellement à une autre nature ou une autre forme de leadership. Donc je suis assez modeste dans ma réponse parce que je me sens pas interpellée par ce sujet-là d'une certaine manière. Maintenant, j'entends un petit peu la même chose dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que malgré tout, il y a des différences. Je vois bien qu'il y a des différences. À beaucoup d'endroits, il y a des différences. Je vois bien quand je me trouve dans une assemblée avec 60 présidents et présidentes d'université, je vois bien des comportements différents, des manières de se comporter dans l'espace d'une manière différente, des manières de prendre la parole et d'occuper l'espace sonore de façon différente. Et ça, je pense que c'est une caractéristique, là, pour le coup, objectivable. Et je dirais, alors, au risque du cliché, quoi, hein, pardon, parce que on tombe assez rapidement dans le cliché, mais je dirais que je sens que mes homologues femmes, peut-être Alexandra nous le dira, mais mettent plus leur personne au service de la mission. Et j'ai même presque envie de dire que c'est une question d'ego aussi. Elles s'effacent presque derrière leur mission aussi, parfois. Oui, c'est-à-dire qu'on se met au service d'une mission, quoi. Voilà, on ne se pose pas trop de questions, je pense qu'on se met au service d'une mission. Okay. Là où je peux observer parfois, alors à nouveau prudemment, et c'est un peu trop caricatural, mais je peux quand même voir parfois que la mission est mise au service d'un ego qui, d'une certaine... Alors peut-être que la mission est bien menée aussi, hein, je sais pas une critique envers l'activité professionnelle, enfin le format, disons, d'exercice de cette mission, mais malgré tout, je pense qu'il y a une différence à cet endroit-là. On se réunit parfois entre femmes présidentes, alors de temps en temps, et justement là, on voit apparaître des comportements qui ne sont pas du tout ceux quand on est dans la mixité du collectif homme-femme. Président, présidente. Et d'une certaine manière, il y a un plus grand continuum, moi je le ressens comme ça en tout cas dans l'exercice de ma fonction, il y a un plus grand continuum entre ce que je suis dans la vie ordinaire, quoi, disons, et ce que je suis dans ma vie professionnelle. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait alors je sais pas si c'est la même chose pour les hommes, mais j'ai l'impression que les hommes, il y a une rupture un peu plus forte entre eux. Il n'y a pas un continuum vraiment, il y a une sorte... Alors je dis vraiment peut-être des grosses bêtises, excusez-moi messieurs, mais moi je le ressens comme ça en fait. Et est-ce que vous n'avez rien à prouver pour le coup, on n'a rien à prouver entre nous, alors que vous pensez que les hommes ont plus à prouver? On peut en avoir l'impression. On a besoin de prouver. On peut en avoir enfin, pour les hommes, moi, je peux en avoir l'impression, d'une manière un petit peu générale. Mais par contre, en ce qui me concerne, je vous réponds très calmement. Effectivement, j'ai absolument rien à prouver. Enfin, peut-être un peu à moi, parce qu'on a besoin de se rassurer sur certains aspects. Mais après, effectivement, non, il n'y a pas de démonstration, quoi, en fait. Il n'y a pas de nécessité de démonstration. Je me souviens quand j'ai été élue, la première fois,
j'ai toute une équipe autour de moi, bien sûr. Et puis, alors il y avait eu une sorte de primaire, quoi, en fait. Et à l'issue de cette... voilà, je savais que j'allais être la candidate, pas élue, mais j'allais être la candidate. Et je me souviens qu'il y a eu un moment comme ça où le collectif attendait que je réagisse, quoi, en fait. Et puis, voilà, quoi, on avait décidé que ce serait moi plutôt que l'autre personne, enfin d'autres personnes. Et après, on m'en a parlé, on m'a dit, mais comment tu vas exercer un leadership si tu n'as pas une capacité à prendre l'espace comme ça mais bon, voilà, bon, l'histoire montre que je pense avoir... Vous êtes toujours là. Vous avez mon été chemin. réélu. Voilà. Mais c'était étonnant pour moi d'entendre cette question. C'est-à-dire, dès lors, c'est la question du pouvoir, je pense. C'est-à-dire, moi, je pense que la formule qui a été donnée tout à l'heure, c'est j'exerce le pouvoir et j'assume d'exercer le pouvoir de ma fonction, mais je n'ai pas pris le pouvoir. Et on me demandait de le prendre et de manifester que je le prenais. Et c'est ça qui m'a gênée, en fait. Être dans la démonstration. Ouais. Bon. Et peut-être une dernière chose, très rapidement, toujours pareil, force, fragilité. Moi, je trouve que ce continuum un petit peu de simplicité, c'est une force. C'est sûr que c'est une force. Moi, ça me donne une assise et je pense qu'on me reconnaît cette assise-là, un peu tranquille, quoi, d'une certaine manière. Je ne suis pas en train de jouer des coudes pour pouvoir... De rouler des mécaniques. Voilà. Et en revanche, il y a un défi, ça c'est certain, c'est comment on fait cohabiter les deux systèmes quand on a à être ensemble pour faire des choses, quoi, en fait. Donc, ça, c'est sûr que il y a un grand risque de se faire phagocyter par les personnes qui prennent le pouvoir, parce que on vit un même moment, et à un moment donné, on se retrouve malgré nous dans une position de défense, en se disant non mais je ne peux pas me laisser comme ça plaquer un petit peu à l'extérieur. Donc du coup, ça oblige à rentrer et à prendre les outils de l'autre, en fait. Et de switcher sur le modèle masculin, si je puis dire. Et alors, je ne dis pas que... Ça prend de l'énergie. Voilà, j'allais dire, je ne suis pas à l'aise, moi, personnellement, mais malgré tout, quand il faut y aller, j'y vais, quoi, parce que sinon, ce n'est pas possible. On est toujours en périphérie, quoi. Voilà. Après, c'est juste un franchissement. Il ne s'agit pas d'installer ce système-là, parce que de toute façon, je crois que je ne tiendrai pas la longueur, la distance. Mais par contre, voilà, il y a des moments où il faut savoir c'est un petit peu ce que vous disiez, pour sortir les des mots châtiés tout à l'heure. Voilà. Je crois. Anou, qu'est-ce qu'on peut faire changer les mentalités ou pas? Alors déjà, je vais répondre que moi, dans mes fonctions, pas tout à fait la même chose, dans mes fonctions ou dans mon métier en tant que dirigeante d'entreprise, je ne peux pas cheffer. Madame la Générale, moi, je ne peux pas cheffer. Voilà, on n'obéit pas à mes ordres parce que je les donne et parce que j'ai des galons. Je pense qu'on arrive à dicter quelque chose, à inspirer quelque chose, à faire avancer quelque chose, plus parce qu'on impose un respect. Je pense que cette notion-là, elle est fondamentale. Un respect par sa compétence, son engagement, son implication et un boulot de 2 fois 35 heures en une semaine. C'est ça. Voilà. Donc, là, on doit prouver, par contre. Là, on doit prouver. Ouais, mais je pense qu'on ne cherche pas en fait, vraiment à le prouver aux autres. On essaye de se le prouver d'abord à soi-même. Oui, non, mais c'est... Parce qu'en fait, on est foutu comme ça. On a besoin d'avancer. Moi, si vous m'empêchez d'avancer, je suis foutu, quoi. Mettez-moi à l'EHPAD. Voilà. Je ne peux pas faire ça. D'accord ? Donc, je les vois, mes collègues de FCE, là-bas, en train de rigoler. Fondamentalement, je crois qu'on impose un respect par sa compétence, son boulot, son engagement, sa présence, son écoute. Et les femmes ont, on va dire, de toutes les études ou de ce qu'on peut voir. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai vécu, voilà, dans mon parcours, une espèce d'empathie particulière. Est-ce on veut jouer le rôle de la sauveuse? Est-ce qu'on veut... Il y a une psychanalyste dans la salle. On en a beaucoup discuté. Est-ce qu'on a ce rôle de mater, en fait, particulièrement développé? En attendant, on a besoin, quand on prend une mission, on la prend à fond. On ne sait pas la limiter. Je pense qu'un homme va plus
compartimenté. Nous, je crois qu'on s'y engage totalement et qu'on y va. À la limite, On nous le reproche aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'à côté de ça, on a quand même une vie de famille. On a aussi fonction. Moi, mon père, et pardonnez-moi, mesdames, hein, mais mon père m'a dit, mais bon sang de bonsoir, pourquoi tu as voulu faire tout ça? Pourquoi tu n'as pas été fonctionnaire? Il est fonctionnaire. Et il m'a dit, je ne comprends pas. Et on est engagé, on y va, on fonce, on le fait parce qu'on a dit oui. On l'assume. Et c'est là qu'on impose, je pense, une espèce de respect qui donne une autorité dite naturelle, fait qu'on nous écoute, même avec une petite voix. Voilà, je pense que c'est ça qui fait les choses. Et si je dois, je pense que c'est par le travail que vous avez fait, la multiplicité des tâches que vous avez pris en charge, que vous êtes arrivé là aussi. Conviction, respect naturel, mais respect par votre engagement et votre travail. Et je pense que tout ici qui avons un minimum de responsabilité, bah on doit travailler, c'est sûr, à fond quand même. Hein, on doit s'engager à fond parce que sinon on nous le fait comprendre. Après, ce qui est parfois compliqué, c'est le rapport, effectivement, et je vous rejoins, entre la dualité de femme dans un milieu d'hommes. Mais vous savez, être femme dans un milieu de femmes, c'est pas facile non plus. Hein. C'est certain. OK ? On va être très clair. Pour moi, la sororité reste un concept aujourd'hui. Il marche quand même de temps en temps à nous. Non, je vais le dire comme je le pense, l'ayant vécu. Je pense que la sororité reste un concept, fantastique concept, que je souhaite qu'on applique le plus possible. J'aime la sororité, j'ai envie. Mais parfois, une femme dans un milieu de femmes, c'est très compliqué. On peut être plus garce que les hommes. Voilà, je vais le dire, je vais le mettre sur la table, c'est comme ça. Et pas de la même façon, surtout. Pas de la même façon. Par contre, notre risque, quand on prend des engagements comme on le fait, c'est de devenir un peu masculine dans notre façon de l'exercer, cette autorité ou cet engagement. Et c'est là où il faut être le danger. Ouais. Et c'est là où les autres à côté de vous, des femmes qui sont rôle modèles, par des petites phrases vous guident. Et je pense qu'en fait, il faut avoir des garde-fous. Ou des garde-fous, et je pense qu'il faut avoir un maximum d'humilité. Parce que qu'est-ce qu'on a accompli? Qu'est-ce que c'est qu'être utile? Voilà. Je pense que c'est la vraie question qu'il faut se poser, tant en tant que chef d'entreprise qu'en tant que présidente ou vice-présidente. Les titres, c'est pas les titres qui font la femme ni l'homme, hein, d'ailleurs. Voilà. Mais les hommes, parfois, le comprennent plus tard que nous. C'est sûr. Madame Lejeune, elle a un peu abordé, Madame Desquet a un peu abordé la question de l'équilibre, de la charge mentale aussi, de l'équilibre. Comment on fait pour avoir un équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle, quand on est général ou chef? Faut avoir un mari formidable qui accepte les contraintes et qui accepte effectivement le partage à 50-50. Faut vraiment que la charge mentale elle soit répartie équitablement, sinon c'est pas possible. Et puis après il faut une organisation militaire au millimètre. Hein, exactement, voilà. Moi, j'ai à peu près testé tous les modes de garde pendant des années, depuis la garde partagée jusqu'à la fille au père. Donc voilà, il faut s'organiser. Il faut être bien accompagné. Et puis après, je pense qu'il faut aussi expliquer pour que ce soit pas vécu, même si c'est toujours un peu une charge pour la famille, expliquer les raisons pour lesquelles on est si engagé, on est voilà, c'est tous les jours, c'est les week-ends quand on est sur le terrain, on va au devant des personnels sur le terrain parce que c'est le rôle du chef d'être présent et d'être devant, et donc c'est beaucoup de temps professionnel qui n'est pas fait avec la famille. Et moi effectivement mes enfants, puisque j'ai deux garçons de 15 et 12 ans, je leur ai très vite expliqué que
voilà, quand ils étaient petits, quand j'étais sur le terrain, je leur disais, maman, avec les gendarmes, on va attraper les voleurs, on va protéger les gens. Et donc, c'est important de le faire. Donc, quand je suis pas avec toi, c'est parce que je fais ça et c'est important. Et effectivement, ils l'ont vite intégré. Donc, même si de temps en temps, ils trouvent que maman est pas suffisamment là, ils me le disent encore. Ils font des reproches. Mais voilà, pas des reproches, mais voilà, de temps en temps, j'ai une petite remarque en disant elle est encore au téléphone, elle a encore un truc à faire, elle est pas complètement avec nous. Bon. Est-ce que vous avez de la culpabilité parce que souvent, il y a de la culpabilité aussi quand on est une mère de famille, une femme qui a des responsabilités. Bon, en mon fort intérieur, j'en ai peut-être un peu. Après, moi, j'ai quand même la particularité. Moi, je suis fille de gendarme. J'ai été élevée par un père qui était sous-officier dans la gendarmerie mobile, qui déjà à l'époque était parti 9 à 10 mois de l'année. Et j'ai appris de cette enfance que c'est pas forcément le temps passé qui est important, mais c'est l'intensité des moments. Quand j'en parle avec ma mère qui était toujours à la maison, ça l'agace au plus haut point parce que j'ai des souvenirs très intenses avec mon père quand il était là et elle me dit mais bon sang, il était là 4 mois dans l'année, moi j'étais là tout le temps et tu te souviens que la fois où il t'a amené au cinéma quand tu avais 7 ans. Mais oui, parce que comme justement il n'était pas là souvent, c'était l'intensité des moments et des choses qu'il faisait avec moi qui avaient de la valeur. Donc j'essaie forcément d'être le plus possible présente pour mes enfants, mais je sais aussi que c'est la qualité du relationnel à un instant T qui les marquera. Et puis après, je trouve aussi que voilà, c'est intéressant et ils sont très marqués, c'est des garçons. C'est intéressant aussi qu'ils voient que je fais un métier dans lequel je suis investie, un métier que j'aime, un métier que je considère comme important pour la population, pour la société. Et ils le savent. Ils le savent et ils s'en rendent compte. Et pour eux, voilà, qu'on soit un officier masculin ou féminin, pour eux, ça fait aucune différence. Je vous prends juste 30 secondes pour vous donner une anecdote. Quand j'ai pris en 2018 le commandement du groupement de l'Essonne, naturellement, il y a une prise de commandement qui est effectuée où votre commandant de zone de défense, donc un 4 étoiles, vient vous remettre officiellement sur le front des troupes le commandement. Et à la fin de la cérémonie, j'avais mon fils qui du coup avait 6 ans ou 5 ans, qui m'a dit « Maman, c'est quand tu as donné des ordres aux gendarmes sur le front des troupes que j'ai compris que c'était toi la chef. » Bon. Et donc pour lui, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, on peut exercer des responsabilités et c'est dans leur voilà, c'est dans leur mindset. Et je pense que ça fera aussi des adultes et des hommes qui seront voilà, qui seront beaucoup plus ouverts à l'égalité et à la place des femmes. Madame Ferreira, est-ce que vous avez fait des sacrifices pour être là où vous êtes aujourd'hui? Non, je crois pas, non. Je crois que, enfin, moi, je l'ai dit tout à l'heure, avant de prendre des postes à responsabilité, j'ai fait mes classes, si je puis dire, parler. Donc, je pouvais à la fois... j'étais quand même très présente. Je veux dire, mes enfants sont toujours passés avant ma carrière. Je suis très claire là-dessus. En revanche, donc j'étais quand même super organisée. Ils n'avaient pas le droit d'être malades. Voilà. Parce que sinon... c'est sûr, quand ils sont tout petits, ils ne le sont jamais. Ça n'allait pas, hein, voilà. Donc, bref. Vous aviez une super nounou. Mais bon, avec une très bonne organisation. Et puis, bon, j'avais cette chance de pouvoir, voilà, je vous dis, être juge, voilà, faire ce métier de juger qui permet quand même de concilier aussi la vie familiale. Et après, je rejoins ce que dit Madame la Générale. Il y a une fierté très importante. Moi, j'ai deux fils aussi, et ils sont fiers de leur mère.
Ça, je suis sûre, je le sais. Ils le montrent, ils le disent, ils le verbalisent et ça se voit. Donc j'ai aussi beaucoup expliqué pourquoi des fois j'étais pas là, enfin qu'est-ce qu'il y avait de plus important pour la société qui faisait qu'il fallait qu'à un moment je les laisse, mais je les abandonnais pas. Enfin voilà, vous voyez ce type de discours qui comprennent l'importance de la justice, enfin tout simplement. Et puis qu'ils aient, j'espère, mais je crois, je le vois maintenant, une idée de ce que peut être une femme. On a vu l'importance des mères à travers les témoignages. J'aurais pu aussi dire combien la mienne a été un modèle identificatoire. Et je crois que ça doit valoir pour les filles, les garçons aussi. Je ne sais pas si les messieurs, voilà. Mais c'est... Dans la construction d'une vie, les modèles que l'on trouve, alors le premier c'est notre mère, notre père aussi, enfin, et puis les rencontres qu'on fait, vous avez parlé tout à l'heure aussi des rencontres, donc tout ça, c'est ça qui forme une personne, et les enfants, ils ont conscience que si on n'est pas là, mais c'est pour faire quelque chose de grand, voilà. Et c'est de ça que... De grand et d'épanouissant aussi, voilà. Personnellement. Parce on revient heureux, et je veux dire, on leur communique aussi des choses... on a fait quelque chose de notre vie. Et on... voilà. Ne culpabilisons pas. Non, mais vraiment, moi, je n'ai pas senti que je dis pas pour faire plaisir, enfin, je ne sais pas à qui, mais non, j'ai pas cette culpabilité. Je ne l'ai jamais eu et je crois que je ne l'aurai jamais. Enfin, maintenant, c'est trop tard. Madame Garnier, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une jeune femme qui craindrait qu'on la juge, ou d'être ambitieuse, de vouloir arriver? Est-ce que vous auriez des conseils à donner à une jeune femme qui se dit, non, enfin, de se dire, tout est possible, on peut y arriver. Regardez vous quatre. Alors oui, je pense que le modèle, j'ai bien aimé votre expression que j'ai notée, rôle modèle, c'est ça. Je pense que c'est une des clés absolues, c'est-à-dire pas forcément du discours, pas forcément de la théorisation ou de la démonstration, mais simplement voir, constater. Je crois qu'on a beaucoup parlé de ça finalement, y compris par rapport aux enfants, à ses propres enfants. Il y a des... Donc les modèles, je pense, sont capitaux, et c'est bien un petit peu le drame dans lequel on se trouve, c'est qu'il y a peu de modèles, puisque précisément il y a peu de femmes qui occupent des fonctions, on l'a dit tout à l'heure, selon les domaines, et donc la chose est lente, parce qu'il faut effectivement aller chercher un peu l'exception comme modèle pour pouvoir essayer de devenir soi-même modèle pour d'autres après. Donc moi, j'ai envie de dire, et je suis très contente de voir qu'il y a des étudiants, et eux surtout, dans la salle, parce que si on est là ce soir, je pense que c'est pour ça, c'est pour devenir un modèle, alors modestement, sans prétention aucune, mais de dire c'est juste possible, quoi. Et c'est un peu simple. Il n'y a pas quelque chose de complètement infaisable qui a été franchi à un moment donné avec de la sueur et des larmes. C'est beaucoup plus simple, quoi, en fait. Je ne dis pas que tout le monde arrive à obtenir peut-être ce genre de choses, mais en même temps, moi, j'y crois d'une certaine manière. C'est peut-être un peu bête de le dire comme ça, mais moi, je crois que oui, en fait. Voilà, donc le travail, l'avancée, quoi, en fait, et puis pas trop se poser de questions, en fait. Est-ce que je suis une femme? Est-ce que on y va, quoi? Voilà, on y va. Et puis ça se passe bien. Nous, on se pose pas les questions, mais il y en a souvent qui sont là pour nous rappeler qu'on est des femmes. Alors, mon conseil, ce serait de ne pas se poser de questions de laisser glisser, comme disait la générale tout à l'heure. De ce type, oui. Anouk, le mot de la fin. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure, entre guillemets. Mais effectivement, est-ce que le pouvoir au féminin s'exerce aussi dans la solidarité? On a dit la sororité, non, mais les réseaux. Est-ce qu'on a besoin? La sororité parfois, mais pas tout le temps. Mais est-ce que, on l'a vu avec l'association dont vous étiez encore la présidente il n'y a pas longtemps, est-ce que les femmes doivent s'entraider quand même? Mais fondamentalement, oui. Bien sûr. Encore, déjà, les humains doivent s'entraider, déjà, première chose. Et ensuite, les femmes entre elles, bien entendu, parce qu'il y a ce fameux rôle des rôles modèles qui est formidablement important.
Même si quand on prend des fonctions, on ne se pose pas de questions, on y va, on ne se dit pas je suis une femme, je ne suis pas une femme, on y va, quoi. Voilà. Donc, non, moi j'aimais bien votre question sur la culpabilité, parce qu'elle m'intéresse, cette question sur la culpabilité. Peut-être parce qu'elle est au moi, plus profond de moi. Moi j'en ai eu vis-à-vis de mon fils, j'en ai eu parce que bon, moi j'avais laissé mon mari en cours de route, donc on n'a pas pu partager la charge mentale. Donc moi j'en ai eu parce que et il me l'a fait comprendre, il m'en voulait un peu parce que bon, j'étais pas là, le week-end je bossais, j'étais souvent devant mon ordinateur, enfin etc. Le téléphone. Où je partais à des fonctions, il comprenait pas très bien parce que faire comprendre à quoi ça sert une chambre de commerce par exemple ou un syndicat patronal, c'est pas évident. Mais une de mes plus grandes joies était quand mon fils, beaucoup plus grand, m'a dit « Maman, je comprends ce que tu as fait. Pourquoi tu l'as fait? Tu nous as aidés à vivre et c'est ce que je suis maintenant, c'est toi qui l'as fait. » Et vous savez quoi? Rien que pour ça, je regrette rien. Donc, j'ai plus de culpabilité aucune. Et encore moins maintenant qu'il est bien adulte et qu'il vit à l'étranger. Je me laisse aller à cœur joie. Et ceci dit, je ne prendrai pas plus de fonctions que ça, c'est bon. Mais je pense que la culpabilité, ça existe. Il ne faut pas le nier. On surcompense souvent. On surcompense en étant très présente, effectivement, dans des moments intenses. Et c'est vrai que je préfère l'intensité que la longueur. Ça, c'est aussi une question, je trouve, fondamentale. Je suis d'accord avec Madame la Générale. Ça me fait drôle de dire Madame la Générale. Je trouve ça extraordinaire, moi. Mais je pense qu'il ne faut pas dénier la culpabilité, dénier le fait qu'on essaye de compenser, dénier qu'on va courir quand on est chef d'entreprise, qu'on a des fonctions à droite et à gauche, on va courir. Mais c'est d'un enthousiasme, d'une richesse personnelle, de ce qu'on apprend des autres, mais surtout de ce que l'on apprend de soi-même. Et je pense que quand on est très vieux, il nous reste souvent que les souvenirs. On construit les souvenirs. Et se dire qu'on a construit quelque chose, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est de l'orgueil, de l'ego, de la fierté, mais voilà, je pense que se dire on a construit quelque chose. Je ne pouvais pas avoir une vie linéaire et qui ressemble à toutes les autres. Je ne pouvais pas. C'est pas mon truc. Voilà, je ne peux pas l'accepter. Donc, je suis comme ça, je le concède. Voilà. Et du coup, je me dis, ben, j'ai fait quelque chose. Alors, ce n'est pas grand-chose. Mais j'ai fait quelque chose. Voilà. Donc, je vous laisserai me dire, Béatrice, mon épitaphe sur ma tombe, mais c'est un autre sujet. On a Voilà. encore le temps. Hein. Non, je vais vous donner le mot de la fin. Je vais le donner à Madame Marie-France Marchand-Bailey, une femme aussi qui a du caractère, qui a fait son chemin et qui peut aussi nous dire plein de choses. Ah, mais peut-être qu'il y a des questions, de femmes ou d'hommes d'ailleurs, dans la salle. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Prenez le pouvoir. Isabelle, une question. Non? Les jeunes femmes. Ah, c'est un homme qui va parler. Attention. Ou qui va plaider. Ça cause. Je constate qu'il n'y a pas de questions. Et moi, je voudrais vous livrer un retour d'expérience. Il y a quelques années, je voulais être bâtonnier du barreau de Toulouse et je voulais constituer un conseil de l'ordre efficace autour de moi. Donc, j'avais un certain nombre de confrères que j'avais repérés et que j'ai sollicités, hommes ou femmes. Tous les hommes, sans aucune exception, m'ont dit simplement oui à ma sollicitation. Toutes les femmes, sans aucune exception, m'ont dit « Tu as besoin de moi, pourquoi faire ?» Je vous assure que c'est vrai. Et aujourd'hui que je préside aux destinées de l'école des avocats, je vous ai dit tout à l'heure, 72-75% de femmes. Je constate que tous mes présidents de BDE, vous voyez dans quelle proportion les hommes sont représentés, sont des hommes. Tous. Qu'est-ce qui se passe? Les responsables administratifs, vous voyez, c'est autre chose déjà. Responsable administratif, c'est travailler dans l'ombre, animer un groupe de travail, rendre compte auprès de l'administration. Ce sont des femmes. Et je dis à tous nos élèves, hommes ou femmes, parce que ça concerne aussi des garçons qui sont un petit peu en retrait, je dis, mais dans la vie,
si vous ne faites pas un pas en avant, n'imaginez pas qu'on va penser spontanément à vous. Non, il faut faire ce petit pas en avant sans s'imposer brutalement à tous les autres. Mais j'aimerais que vous me fassiez part de ce que ça vous inspire comme réflexion. Est-ce qu'on est programmé? Est-ce qu'il y a une programmation? Est-ce que l'éducation, la famille fait que spontanément, on ne va pas y aller? C'est dommage. Mais ce constat, je l'ai fait à 20 ans de distance de manière très, très forte. Et j'étais consterné, le mot est faible, de constater qu'on en était encore là, avec des jeunes femmes qui ont entre 25 et 30 ans. Voilà. Est-ce qu'on peut poser des questions, nous? Moi, je voudrais m'adresser aux étudiantes, puisque je sais que vous êtes étudiante. Et du coup, qu'est-ce que vous projetez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous bloque déjà? Ou est-ce qu'au contraire, vous considérez que voilà, c'est le début d'un chemin qui peut être long? Évidemment, il y a des considérations économiques qui rentrent en ligne de compte, hein, mais je parle dans une projection et un désir. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui voudrait répondre? Je dirais que pour mon parcours personnel, j'ai fait face aux obstacles que peuvent en fait générer que peut générer cette différence entre hommes et femmes. J'ai été amenée à réussir dans mon parcours universitaire. Et c'est avec regret que j'ai constaté que de la part de mes camarades, les mots qui revenaient, et vous m'excuserez de leur vulgarité, c'était si tu réussis, c'est parce que t'es une suceuse. Alors que quand mes camarades masculins réussissaient fortement bien, on leur disait mais qu'est-ce qu'il est ingénieux. Et c'est là que j'ai constaté que malgré le fait qu'on soit en 2025, que nos arrière-grand-mères, nos grands-mères, nos mères se sont battues pour nos droits, malheureusement, les mentalités régressent énormément. Et c'est à regret que je fais ce constat-là, et c'est quelque chose qui m'inquiète. Mais d'un côté, ça reste un moteur. Personnellement, je suis en droit du numérique, en master. J'aspire à pouvoir entrer dans une grande entreprise et à faire du coup ma route dedans, à pouvoir gravir les échelons à la seule force de mon caractère et de ma motivation. Et c'est un moteur aussi, quand même, de voir que j'aurai l'occasion de peut-être leur dire merde à ceux-là et de leur montrer que si pour eux, ils pensaient que je devais ma réussite à simplement ma capacité à être charmante, en réalité, non, il y a aussi une tête qui pense et que je ne vaux pas moins que eux. Ouais. Si je peux me permettre, je pense que c'est votre rôle, vous, les femmes jeunes, pour éduquer les enfants, et notamment les garçons, mais c'est aussi aux pères. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Les pères, de plus en plus, comprennent aussi la place des femmes et l'acceptent. C'est long, c'est très long. Mais vous savez, quand je vois que ce n'est que dans 130 ans qu'on atteindra au rythme où on va la parité dans les instances de pouvoir politique, on a encore un peu de temps et on peut aller plus vite. Voilà. Le général, vous avez une question? Je vous entends plus. Non, mais peut-être une remarque par rapport à ce témoignage que je trouve très très édifiant et qui moi me parle. Effectivement, il faut. Je trouve que la démarche de cette jeune femme est tout à fait intéressante et moi je me retrouve beaucoup là-dedans. C'est-à-dire que il faut retourner justement cette difficulté pour en faire à la fois une force et presque une rage de leur prouver que voilà, on vaut mieux que ça, que on n'est pas là par hasard, on est là parce qu'on a travaillé, on est là parce qu'on est motivé, parce qu'on veut faire avancer les choses. Et effectivement, voilà, leur montrer que il faut jamais insulter l'avenir et que l'avenir il sera aussi fait avec vous toutes de cette nouvelle génération. Donc voilà, il faut vraiment oser avancer sans écouter les grincheux. Merci. D'autres questions?
Allez-y, je vous en prie. Je voudrais revenir sur un point que vous avez tout évoqué et qui, à mon avis, est un problème de formation spécifique à donner aux filles. C'est celui de la voix. Vous entendez la mienne, j'ai eu le même problème. Nous avons des voix qui ne portent pas. Et vous avez dû toutes remarquer dans les réunions professionnelles que si une femme prend la parole, immédiatement le brouhaha augmente. Parce que ses collègues, notamment masculins, ne l'écoutent pas et se mettent à parler entre eux. Moi, quand je préside une réunion, je suis féroce là-dessus. Je tape sur la table et je dis silence. Et je leur fais observer que quand une femme parle, ils se mettent à parler entre eux, ce qui en général leur met la honte, et après on a la paix pour le reste de la réunion. Mais nous avons non seulement des voix faibles, mais nous avons des voix qui, si nous essayons de les forcer, montent dans les aigus et deviennent rapidement très désagréables à écouter simplement, et donc suscitent des réactions un peu hostiles, quoi. Ils nous agacent celle-là. Voilà. Et donc, or, une voix, ça se travaille. Je crois que, maître, vous devez le savoir. Peut-être donnez-vous des cours d'éloquence ici, en expliquant comment poser la voix. Et donc, je pense que dans la formation des filles, il y a quelque chose à penser. J'ai travaillé aux États-Unis et j'ai été frappée de voir à quel point les Américaines, en position d'autorité, ont des voix sonores. Alors, ça tient un peu à la langue anglaise telle que la pratiquent les Américains. Quiconque a mangé dans un restaurant à côté d'une tablée d'Américains sait qu'ils sont sonores. Mais je note que les femmes américaines, qui en priori ont le même ADN que nous, donc elles doivent naître avec des voix comme ça, elles apprennent, peut-être par imitation de leur environnement, à parler fort, distinctement, à poser leur voix. À quel moment elles l'apprennent, je n'en sais rien, mais c'est très frappant la différence. Quand je suis revenue en France, j'ai de nouveau entendu ces petites voix féminines autour des tables que personne n'écoutait. C'est un vrai sujet. Je ne sais pas comment ça se gère, mais c'est au niveau de l'éducation des jeunes femmes qu'il faudrait y songer. Je veux bien réagir à cette question intéressante. Tout à l'heure, je parlais, j'ai utilisé de la prise de pouvoir sonore. C'était à ça que je faisais allusion, parce que je l'ai vécu vraiment très fortement, c'est-à-dire notamment dans les réunions, les premières fois où j'étais présente dans les réunions de présidents d'université et présidentes d'université, un petit peu perdue parmi tous ces hommes et découvrant le niveau national, etc. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est ça. C'est-à-dire de voir que l'espace sonore, en fait, était extrêmement investi par des ténors, en quelque sorte, pas du barreau, mais des ténors, et que effectivement, moi, je ne voyais pas comment je pouvais me placer, disons, d'un point de vue sonore, tout simplement. Alors après, il y a le discours aussi, mais d'un point de vue des sons. Il y a des travaux de scientifiques sur ce sujet-là, aussi bien en sociologie qu'en sciences du langage, pour justement essayer de caractériser ça et de voir comment ça fonctionne. C'est des questions de fréquence, c'est des questions de ce genre de choses. Et en vous écoutant, je me disais... Quel est l'enjeu ? À court terme, c'est certainement d'apprendre à parler autrement pour pouvoir s'imposer avec le bon niveau de fréquence. Et à plus long terme, mais c'est surtout de ne pas faire ça, c'est-à-dire de ne pas se transformer pour pouvoir aller jouer avec les codes ou les éléments. Mais c'est d'essayer de transformer les choses et que la voix naturelle des femmes, qui effectivement est différente, puisse être considérée comme tout aussi imposante, ou en tout cas imposant du respect et de l'écoute que les voix masculines. Alors je n'ai pas le comment, mais j'entends votre mais est-ce résolution. Qu'on n'inverse pas les rôles pour le coup ? Est-ce que c'est pas aux hommes à apprendre à respecter la voix de la femme ? Et si on demandait aux hommes d'avoir une voix aiguë, ce serait une autre formule aussi. Ça, on peut oui. On peut aussi travailler la prise de parole en public, tout simplement. Et donc voilà, parce que souvent dans une assemblée, quand c'est le tour des questions, c'est les hommes qui posent les questions. Et les femmes viennent après, quand elles osent la poser. Voilà. Donc on peut aussi travailler ça, à condition d'avoir le budget pour le faire. C'est ça.
Je pense qu'il faut... Pardonnez-moi, je vais peut-être finir là-dessus, moi, ce qui me porte. Je pense qu'il ne faut pas vouloir combattre les hommes. S'il vous plaît, arrêtons, quoi. Arrêtons. Je trouve que c'est agréable qu'un homme soit courtois, vous ouvre une porte, ou, voilà, je suis désolée, quoi, comme un homme... Oui, et qu'un homme me dise que je sois jolie, ben moi, ça me plaît, quoi. Voilà, je le dis. Mais pour autant, ça ne m'empêche pas d'être une femme qui se bat pour certaines choses et pour ses valeurs. Donc, arrêtons d'être dans les extrêmes. Je ne crois pas que si on est femme combattante pour le respect des femmes, il ne faut pas être dans les extrêmes. Il faut être dans l'avancée, la preuve, l'équilibre, la compréhension des deux. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faille pas poser du poing sur la table, mais arrêtons d'être dans des combats, parce que si on va dans ces combats, et actuellement on l'est beaucoup, je trouve que ça devient même ridicule par moment, et je suis une femme, je pense qu'on va faire l'effet inverse. Ne les castrons pas, quoi. D'accord ? Ça ne sert à rien. Une question d'équilibre. C'est la question d'équilibre, de respect, la notion de respect. Mais est-ce que cette notion de respect, en général, pas simplement pour une histoire de genre, n'est-elle pas un peu oubliée dans notre société d'aujourd'hui ? Certainement. Certainement un peu. Je vous tends le micro. Tout d'abord, je voudrais vous remercier toutes les quatre, mesdames, d'avoir accepté, malgré des agendas chargés, d'être présentes ce soir. Je pense que c'était très important. J'ai relevé un certain nombre de mots. Madame la Première Présidente, vous avez dit responsabilité plutôt que pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que nous avons, les femmes, peut-être vraiment profondément le sens de nos responsabilités et que nous essayons de les remplir avec empathie pour la plupart d'entre nous. Et je crois que c'est ce qui fait la différence. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous, Anouk, le respect, c'est important. Et quand on regarde notre société actuellement, et je pense aux jeunes femmes particulièrement qui sont présentes ce soir, quand on voit ce dont on parlait en aparté tout à l'heure, le viol un peu partout, y compris chez des très jeunes enfants, et toute cette société qui devient de plus en plus brutale et de plus en plus difficile, le rôle des femmes est très important pour justement essayer d'adoucir tout ça et d'amener nos confrères hommes à oser montrer un peu leur douceur à eux aussi, parce que souvent les hommes sont aussi dans des postures. Et je pense que les femmes de pouvoir, entre guillemets, leur font un peu peur. Donc je crois qu'on a un vrai travail à faire pour aller les uns vers les autres plutôt qu'à se combattre. Là-dessus, vous avez tout à fait raison, Emmanuel. En tout cas, merci infiniment, Général. C'est assez rare pour être souligné. Quand je suis allée voir le grand chef, le général Vaquette, en disant « Je voudrais une femme générale, avez-vous ça en magasin ?» Il m'a dit « Pas beaucoup. » Mais je lui ai dit « Vous allez m'en trouver une ?» Il m'a dit « Oui. » Donc, je suis très heureuse que vous soyez là ce soir. Et votre parcours est absolument remarquable parce que ça ne doit pas être facile tous les jours. Mais en tout cas, vraiment, merci d'avoir été là. Je crois que c'est important et que c'est important pour la jeune génération qui arrive. Et vous disiez que la sororité, c'est un concept. Oui, mais on a quand même tendance à se tendre la main. En tout cas, on sait de quoi on sait de quoi on parle, à nous, quand on parle de sororité. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu, de nous avoir donné votre sentiment sur tout ça, parce que vous êtes toutes des femmes de pouvoir et de responsabilité, et c'est important que toutes ensemble, on essaie de faire avancer cette société. Merci. Merci à vous. Pas femme de pouvoir, femme d'action.